Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous sur Bismart for Change pour décrypter l'actualité boursière à 20h30. Vous pouvez évidemment nous retrouver en replay ou nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette émission Smart Bourse ce soir, nous reviendrons tout d'abord sur cette décision de la BCE d'abaisser son taux de dépôt de 25 points de base à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Celui-ci passe de 2,25% à 2%, une décision qui était largement attendue par les marchés, mais que nous commenterons évidemment en plateau dans un instant avec nos invités. Nous reviendrons sur la situation économique en zone euro, alors que l'inflation au mois de mai repasse sous la barre des 2%, tandis que la BCE estime de son côté que l'inflation en 2026 devrait être de 1,6% contre 1,9% lors de sa précédente estimation, avant de se maintenir à 2% en 2027. Et en ce qui concerne les prévisions en matière de PIB de la BCE, toujours celle-ci reste inchangée ou presque. La Banque centrale européenne s'attend à une croissance de 0,9% cette année, puis 1,1% en 2026 contre 1,2% lors de sa précédente prévision, et enfin 1,3% en 2027. Aux États-Unis, avant le grand rendez-vous macroéconomique sera demain avec la publication des chiffres de l'emploi au mois de mai. En attendant, les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en hausse de 8000 par rapport à la semaine dernière, tandis que l'enquête ADP mentionnait hier lors de sa publication un ralentissement du nombre de la création d'emplois aux États-Unis, avec un secteur privé qui n'avait créé que 37 000 nouveaux postes au mois de mai contre un consensus à 115 000. À quoi s'attendre pour demain et quel scénario sur l'économie américaine pour les prochains mois? Nous tenterons évidemment de répondre à cette question dans un instant avec nos invités. Et puis évidemment, nous commenterons la réaction des marchés avec notamment un CAC 40 qui semble pris en étau aujourd'hui, avec d'un côté la nouvelle d'un coup de téléphone entre Donald Trump et Xi Jinping, si on veut faire une corrélation immédiate entre l'actualité du jour et la réaction des marchés, et de l'autre la prudence à peine voilée de la BCE pour les prochains mois. Et puis dans la dernière partie de l'émission, dans Marché à thème, nous ferons un point macro détaillé avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance Mon Ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. À la une, je le disais en introduction, la BCE a abaissé ses taux pour la 8e fois depuis juin 2024. Oui, la Banque centrale européenne a ramené son taux de dépôt de 2,25 à 2% et a également mis à jour ses prévisions d'inflation et de croissance. Pour la croissance du PIB, elle laisse ses prévisions inchangées pour cette année à 0,9%. Pour 2026, la prévision est revue en légère baisse de 1,2 à 1,1% et pour 2027, elle reste inchangée à 1,3%. Concernant l'inflation, les prévisions sont abaissées de 1,9 à 1,6% l'an prochain et maintenues à 2% en 2027. Christine Lagarde indique que la politique monétaire est bien positionnée après cette nouvelle baisse des taux. Par ailleurs, un membre de la BCE n'a pas voté la baisse. Quelles ont été les grandes réactions sur les marchés, Pauline? L'euro a rebondi directement et l'euro-dollar se traite même à près de 1,15. Les taux longs européens ont aussi rebondi, le rendement allemand à 10 ans s'établissant ainsi autour de 2,55% et pour le rendement à 10 ans français autour de 3,25%. Dans le même temps, les indices actions en Europe se sont repliés alors qu'ils étaient en hausse dans la matinée. Ainsi, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont en léger repli. Le DAX, qui a inscrit un nouveau record, évolue finalement autour de l'équilibre. Et en France, le CAC 40 retombe sous 7800 points. Vous suivez, Pauline, chaque jour les marchés obligataires américains, mais question plus large, comment se portent les marchés actions et obligataires américains aujourd'hui? Aux États-Unis, les indices sont ouverts sans réelle tendance et autour de l'équilibre pour le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones, alors qu'une agence de presse chinoise annonce qu'il y a eu un entretien téléphonique entre Trump et Xi Jinping. Concernant les marchés obligataires, les taux longs américains poursuivent leur détente avec un 10 ans autour de 4,35% aujourd'hui et un 30 ans qui évolue autour de 4,85% alors qu'il restait très proche du seuil des 5% depuis quelques temps. Du côté de l'actualité des sociétés, la star du jour en Europe, c'est Dr Martens.
Oui, le titre bondit de 20% à Londres au cours de la séance après avoir fait état des résultats financiers de son exercice 2024-2025. Le chiffre d'affaires est en repli de 10%, mais c'est ce qui était attendu dans un contexte compliqué de faible demande dans plusieurs marchés clés. En revanche, le groupe annonce un retour à la croissance et le bénéfice ajusté avant impôt est supérieur aux attentes des analystes. On parle toujours d'actions en hausse également. Essilor Luxottica, Pauline. Oui, le groupe d'Optique a signé un accord afin d'acquérir la principale chaîne d'optique en Malaisie, une chaîne de 90 magasins. Essilor Luxottica est déjà bien installé sur le territoire malaisien et compte ainsi encore se renforcer. La transaction devrait être finalisée à la fin du mois de juin. Le titre est en hausse de 2,5%. Et hors du CAC 40, à présent, Eutelsat plonge, Pauline. Oui, de 15% au cours de la séance. Eutelsat est lanterne rouge du SRD. L'opérateur français de satellite annonce que son partenaire sud-coréen va céder sa participation de 5,4% avec des actions à 3 euros, soit un décote de 14% par rapport à la clôture d'hier. Et on finit avec le programme de demain, un programme autour de l'emploi aux États-Unis, Pauline. Oui, les investisseurs prendront connaissance du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de mai. Et en zone euro, on regardera également la troisième estimation du PIB pour le premier trimestre et les ventes au détail d'avril. Voilà, donc c'était Tendance, mon ami. Merci beaucoup, Pauline Gratel. Merci. Et on se retrouve tout de suite dans Planète Marché. Et nous enchaînons à présent avec Planète Marché. Nous avons une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les actualités économiques, parfois politiques et surtout financières dans Smart Bourse. Nous accompagnent ce soir pour décrypter tous ces sujets 3 experts. Bastien Dru, tout d'abord. Bonsoir Bastien Dru. Bonsoir. Vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPRAM. On a le plaisir d'être avec également Julien-Pierre Nouhan. Bonsoir Julien-Pierre Nouhan. Bonsoir. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir François Rimeux. Bonsoir François Rimeux. Bonsoir. Vous êtes stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. On va commencer avec vous, Bastien Dru, pour revenir sur cette décision de politique monétaire de la BCE. Quand on suit les marchés, on a l'impression qu'il n'y a pas de surprise, puisqu'effectivement, on l'attendait, cette baisse de taux. Il n'y a pas tellement de révision, que ce soit un petit peu en matière d'inflation, mais pas tellement en matière de croissance de la Banque Centrale Européenne. Et pour autant, on a l'impression que le ton laisse entendre quand même qu'on laisse ensuite la place pour les prochains mois à beaucoup plus d'incertitudes, en tout cas vu par la BCE. Ben ouais, tout à fait. En fait, là, ce que Christine Lagarde a expliqué en conférence de presse, c'est un changement de chapitre, en fait. La page, comme elle le disait, de la période qui va de 2020 à 2024, qui a été marquée par le Covid, qui a été marquée par la guerre en Ukraine et donc la crise énergétique par ricochet. Ce chapitre, il est un peu en train de se terminer. D'accord, on clôture le chapitre. Oui, parce que là, ça fait plusieurs fois maintenant que la BCE affiche des prévisions d'inflation sous-jacente sous les 2% pour 2026, pour 2027. Et on voit dans les derniers chiffres d'inflation qu'on a une sorte de convergence de l'inflation sous-jacente vers 2%. Donc, on a l'impression que ce dossier-là, il est en train d'être clôturé en quelque sorte, et que maintenant il faut passer à autre chose, que ce nouveau chapitre qui va être surtout marqué par la guerre commerciale est en train de s'ouvrir, et que c'est vraiment là-dessus que le narratif va maintenant se porter. C'est pratiquement uniquement là-dessus. Ce qui était intéressant dans le communiqué introductif qui a été lu par Christine Lagarde, c'est le fait que ils indiquaient que la BCE indique qu'il y a quand même des vrais risques qui sont liés à cette guerre commerciale. Bien sûr, oui. Mais en fait, la BCE, elle est un peu price taker sur ce dossier-là. Elle va essayer de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment des hausses de droits de douane qui vont être mises en place? De combien ça va être? Parce qu'il y a encore une incertitude qui est très forte là-dessus. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Et du coup, ça sera vraiment les développements sur le dossier de la politique commerciale qui feront que la BCE va poursuivre ou pas son cycle de baisse de taux. Enfin, c'est un peu ça qu'elle a essayé d'expliquer, je pense. Donc là, la BCE regardera non seulement effectivement la guerre commerciale, mais peut-être aussi l'impact sur l'économie européenne qu'on a du mal à quantifier aujourd'hui. Oui, tout à fait. Quel sera l'impact sur l'inflation, quel sera l'impact sur la croissance? C'est exactement ce que la BCE essaiera de voir dans les prochains mois pour maintenant déterminer sa politique de taux. Bon, Julien-Pierre Nouhan, un mandat peut-être un petit peu plus difficile pour la BCE à partir de maintenant, parce qu'elle aura peut-être moins la main quand même sur ce qui va se passer, aussi sur ce qui va impacter directement ou indirectement l'économie européenne, pardon. Et effectivement, on a le sentiment que à 2%, la BCE se sent proche de son taux d'équilibre et que maintenant,
on change de chapitre, effectivement. La question, ça va être l'impact économique sur la croissance de la zone euro, sur l'inflation dans la zone euro. C'est vrai qu'on peut dire aussi que cette guerre commerciale, elle peut avoir des effets plutôt déflationnistes en Europe. Bien sûr. Si l'euro continue de s'apprécier, si le pétrole continue de baisser. Voilà, donc elle a dit qu'elle était à la fin d'un cycle. Qu'est-ce qui va constituer le prochain cycle? C'est très clair, hein, ça va être l'impact économique et l'évolution des données en Europe. Pour l'instant, lorsqu'on regarde un peu les prévisions, on voit une BCE qui est relativement confiante sur le fait que l'impact sur l'économie européenne va être relativement circonscrit. Néanmoins, elle a aussi publié des scénarios de sensibilité. Si on a une aggravation, l'impact sera plus important. Et donc, elle va rester dans cette approche, je pense, très data dependent pour les prochains mois. Comment vous regardez, vous, l'économie européenne à l'heure actuelle? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup effectivement de ce risque venu effectivement des droits de douane aux États-Unis, un peu moins de la zone euro, de l'Union européenne ou des marchés européens dont on a l'impression que c'est plutôt stable et il y a de la performance. Comment est-ce que vous analysez ça aujourd'hui? Est-ce que j'entends souvent des experts dire qu'on n'a pas encore vu dans les résultats d'entreprise aux États-Unis l'impact des droits de douane ou en tout cas des potentiels droits de douane voulus par Donald Trump? Et en Europe, est-ce qu'on est sur la même tendance et sur les mêmes risques aujourd'hui? Oui, c'est très clair. Pour les résultats des entreprises, on l'avait vu dans les communications sur les chiffres du premier trimestre, c'était beaucoup trop tôt pour les entreprises. En plus, on ne savait pas encore exactement à quel niveau ils allaient être positionnés. Et toujours pas aujourd'hui. Toujours pas aujourd'hui. Sur l'économie, nous, on est assez partisan d'un scénario un peu de courbangie, c'est-à-dire qu'à court terme, on va avoir un impact mécanique parce qu'il y a eu quand même des anticipations sur les exportations de l'Europe vers les États-Unis. On a eu les chiffres du commerce extérieur américain aujourd'hui qui montraient une forte baisse des importations, donc ça se normalise. Donc ça veut dire moins d'exportations pour les Européens sur le deuxième trimestre, donc c'est un effet un peu négatif. Sans doute aussi encore peut-être des effets sur les exportations, peut-être au troisième trimestre. Après, à terme, on a quand même les perspectives ouvertes par les annonces budgétaires allemandes qui nous disent que ça devrait repartir. On a aussi potentiellement un consommateur européen qui pourrait être un peu moins prudent en termes de taux d'épargne. Donc, voilà, nous, notre scénario sur l'Europe, c'est vraiment celui de cette courbangie avec peut-être 2 trimestres un peu décevants et une reprise à partir de la fin de l'année. François Rimeux, même question mais un peu différente. Alors je traduis de l'anglais, mais ce que laissait entendre aussi Christine Lagarde, c'était une incertitude donc des politiques commerciales qui pesaient sur l'investissement des entreprises et des exportations, mais compensée par une dépense publique, notamment sur des plans de défense ou autres. C'est là aussi où on va potentiellement pouvoir aller chercher de la croissance et de la performance en Europe. C'est ce que tout le monde espère, effectivement, au sein de la zone euro. Après, il y a ce qu'on veut voir arriver et ce qui va réellement voir arriver. Par exemple, on a voté le NGEU il y a maintenant quelques années. On se rend compte à 1 an de l'échéance des prêts qu'il y a la moitié qui n'a pas été investie. Donc, c'est pas si évident, en fait, entre la volonté d'investir, la volonté de trouver des débouchés pour relancer la machine et finalement la réalité du marché de ce qu'on peut trouver. Donc, évidemment, il y a de l'espoir. Évidemment, toutes les espérances de croissance pour 2026, 2027 et après vont être meilleures que 2025 parce que le plan de relance allemand est gigantesque en termes de volume. Mais l'implémentation va pas être évidente. Et effectivement, à court terme, on est dans le flou plus total. On n'en sait rien, mais la BCE nous a dit clairement qu'elle n'en savait rien non plus. C'est ce que vous avez compris globalement de on n'a absolument rien appris. Elle nous a dit que si ça va mieux, ça ira mieux. Si ça va moins bien, ça ira moins bien. Merci Christine. Mais voilà, et on ne sait rien de plus, mais c'est normal, hein, c'est pas de leur faute. Les nouvelles sont complètement erratiques, donc ils sont obligés de piloter à vue. Si la guerre commerciale est annulée demain, évidemment que le scénario de croissance sera meilleur, évidemment que le scénario d'inflation ne sera pas le même, et l'inverse est vrai aussi. Donc on a ces effets d'incertitude effectivement qui sont négatifs à court terme pour toutes les entreprises. Tant combien de temps ça dure plus ça dure, plus ça va être compliqué. Si ça dure qu'encore quelques mois, on aura vécu 3, 4, 5 mois d'incertitude. Pour les plans d'investissement, ce sera gérable. On aura vu un peu de délai, mais peut-être un peu de reprise derrière. C'est pas très grave. Si en revanche, l'incertitude, elle dure, jusqu'au mi-terme, par exemple, avec du up and down sur les droits tarifaires,
c'est compliqué pour les entreprises, effectivement, de se positionner. Là, l'impact pourrait être un peu plus dur. Alors, on parle de la BCE, mais on pourrait parler de la Fed, mais je commence par la BCE. Il faut espérer une réaction des banques centrales à des décisions politiques, géopolitiques sur les droits de douane qui permettraient d'amenuiser quelque part l'impact pour l'économie, ou c'est pas forcément, enfin, ou là, de toute façon, elles seront obligées de constater un petit peu la réalité économique. Le mandat des banques centrales, il est clair, hein. Il n'est pas là pour aider les politiques budgétaires a priori, mais il est là pour réagir aux politiques budgétaires qui sont mises en place si nécessaire. Et dans tous les cas, donc, si on reprend le rôle de la Fed, par exemple, son rôle, c'est à la fois la croissance, à la fois le taux de chômage, à la fois l'inflation et à la fois la stabilité financière. Donc, on peut imaginer quantité de scénarios où la Fed sera obligée d'intervenir en raison de décisions de politique budgétaire, que ce soit pour garantir une certaine stabilité financière du marché ou autre. Mais en revanche, elle n'est pas là pour l'aider. Powell a été très clair là-dessus. Son mandat, il est indépendant. Ça a été confirmé par par une cour indépendante. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Powell ne va pas l'aider s'il pense que le risque inflationniste existe. Et il existe, hein, quand on regarde toutes les sous-composantes des PMI, ISM, etc. On voit bien que les prix payés augmentent. On voit bien dans les fixings d'inflation qu'on s'attend à une hausse à 3 plus d'inflation aux États-Unis pour le S2. Bon, mais il n'y a pas de raison pour Powell de bouger, surtout sachant la véracité des soft data sur les 2 dernières années. On voit bien qu'il y a des doutes sur la qualité des enquêtes. Donc, tant qu'il ne voit pas réellement l'économie réelle qui souffre, il ne bougera pas une oreille. Et il a raison. On est dans ce scénario-là. Effectivement, la Fed ne va pas l'aider a priori. Et la BCE réagira de la même façon ex post. Bastien Dreux, peut-être rapidement, on commence par la Fed, mais après on regardera de manière plus globale cette économie américaine avec d'un côté un ISM qui se contracte un ISM notamment dans les services qui se contracte le mois précédent, une guerre commerciale alors qui est toujours présente mais dont on se demande quel sera finalement l'éventail de possibilités de Donald Trump quand on voit qu'il y a un tribunal de commerce international qui lui rappelle qu'il n'a peut-être pas le droit de faire tout ce qu'il voulait faire. Comment est-ce que vous analysez un petit peu, qu'est-ce que vous regardez, sans parler évidemment des taux longs qui laissent entendre de belles craintes sur le sujet de la dette américaine. Alors, quelle est la question? Quel est votre scénario économique? Comment est-ce que vous regardez un petit peu cette situation aujourd'hui, quoi? Parce que on est nombreux à ne rien y comprendre, quand même. En fait, c'est que les chiffres, qu'ils soient durs ou soft, sont complètement pollués par les différentes annonces. Et les annonces, on y croit encore aujourd'hui? Oui, il y a par exemple l'acier qui est à 50%, c'est en application. Donc oui, ça on est obligé d'y croire, c'est la réalité. En revanche, toutes les publications de chiffres, elles sont complètement polluées par la guerre commerciale, avec des retards de publication de différentes statistiques qui sont pas les mêmes. Et du coup, c'est très difficile de s'y retrouver entre les chiffres qui sortent aujourd'hui, mais qui concernent le mois d'avril, qui concernent le mois de mai, qui concernent le mois de mars éventuellement pour certaines. Et là, ça rend quand même très compliqué la lecture du cycle. Alors, quand on essaye de dépolluer, entre guillemets, d'enlever l'impact de la guerre commerciale avec la très forte augmentation des importations sur le T1, la très forte, les importations ont été divisées par deux, le déficit commercial, a été divisé par deux sur le mois d'avril par rapport au mois de mars. Ça fera un effet très positif sur la croissance. Pour autant, c'est pas pour ça que la croissance américaine est en train le fond de l'économie américaine est en train d'accélérer. Donc ça pollue complètement finalement la lecture. Mais quand on enlève un peu tout ça, on voit qu'il se passe pas tant de choses que ça, quoi. On sent qu'il y a de la morosité chez les entreprises, chez les ménages, pardon. Oui. On voit que au niveau de la consommation, on a une progression qui est moins forte que ce qu'on pouvait avoir sur l'année 2024. Mais on ne sent pas encore vraiment un choc très très fort qui viendrait complètement mettre à mal l'économie américaine, quoi. Donc il y a une sorte de résilience Pour l'instant, il y a une résilience. Et de toute façon, je pense qu'on va mettre du temps à tester l'hypothèse que la guerre commerciale va impacter fortement l'économie américaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même pas mal de retard d'implémentation dans les droits de douane. Quand on regarde les chiffres des droits de douane collectés sur le mois d'avril et de mai, on voit que, par exemple, les droits de douane moyens appliqués par les États-Unis sur leurs importations sont passés de 2,5% au moment où Trump commence son deuxième mandat à aujourd'hui quelque chose comme 8%. Oui. Donc en gros, on a fait que plus de 5,5 points en hausse de droits de douane
constaté, Bien sûr. alors que Pas toujours répercuté dans les prix d'ailleurs. Après, ça dépend des stratégies des entreprises. Voilà, c'est ça. Alors que ce qui était annoncé au niveau des droits de douane pays, c'est-à-dire les droits de douane réciproques, on a 10 points pour tous les pays du monde. Pour la Chine, c'est encore plus. Il y a les droits de douane sectoriels qui sont élevés, acier, aluminium à 50, les voitures à 25. On aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus fort, mais en réalité, il y a une sorte de retard d'implémentation qui fait que finalement, oui, les droits de douane ont augmenté pour le moment, mais peut-être pas encore suffisamment pour venir perturber franchement l'économie américaine et le consommateur américain. Donc oui, on en parle énormément, on fait que ça toute la journée. Et on va continuer d'ailleurs. Mais en fait, pour l'instant, c'est pas encore aussi fort que ça, ce qui est arrivé dans la réalité. Et ce, même si, alors effectivement, il y a les effets d'annonce, il y a les contre-annonces, il y a les pauses. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir ce qui arrivera après le 9 juillet, mais il y a quand même aussi des entreprises qui doivent gérer ça au quotidien dans les importations, les devis envoyés ou autres. Et ça, ce que vous dites, c'est que finalement, aux États-Unis, l'impact est limité. Pour l'instant. En tout cas, pour l'aspect de consommation, oui. Pour l'instant, on ne voit pas encore un impact qui est très fort. C'est un peu moins vrai pour les entreprises. On sent quand même qu'il y a plus de réticence à investir. Il y a plus de retenue finalement dans les plans d'investissement. Peut-être aussi dans les embauches avec le chiffre ADP qui est sorti hier avec seulement 37 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Il se passe quand même quelque chose. Donc là, on le sent. Pour l'instant, on freine un peu, si je comprends bien. Voilà, c'est ça, mais il y a aussi vraiment un attentisme des entreprises américaines. Est-ce que tout ça va durer, pas durer, dans quelle proportion? Donc, pour l'instant, voilà, c'est un peu l'attentisme qui prédomine. Julien-Pierre Nouhan, alors dans les marchés financiers américains, on a vu en début de semaine, ou en fin de semaine dernière, Donald Trump qui s'énervait un petit peu parce qu'on parlait de taco trade, qui laissait entendre que finalement il pouvait dire ce qu'il voulait, c'était pas très grave puisque on allait avoir l'inverse quelques jours après. Quand on regarde les entreprises américaines, effectivement au premier trimestre on n'a pas vu tellement d'impact, mais est-ce qu'il faut s'attendre quand même à des situations plus difficiles au deuxième ou au troisième trimestre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou que vous regardez particulièrement aux États-Unis? Oui, probablement. Alors déjà sur les résultats des entreprises, ce qui est intéressant, c'est de regarder par exemple le S&P équipondéré, donc qui gomme un peu l'impact des Magnificent Seven sur les résultats, et on a des révisions qui ont été quand même beaucoup plus importantes que sur le S&P tel quel, ou avec une croissance qui était attendue des résultats pour des entreprises qui étaient attendues en début d'année autour de 12%, on est descendu à 2%, et probablement qu'on aura encore des révisions en baisse parce que il y a des délais d'implémentation, comme Bastien l'a dit. On épuise d'abord les stocks avant de mettre en rayon les nouveaux produits. Et puis les stocks, on en a fait effectivement on a fait des stocks avant, donc la clé, ça va être cet été. En gros, moi je pense que la situation du consommateur américain, elle se résume avec, si vous regardez un graphique avec la croissance des revenus d'activité des ménages qui sont en train de ralentir et l'inflation. Si l'inflation accélère relativement peu et donc reste en dessous des revenus des ménages, eh bien on aura sans doute un ralentissement, mais pas de basculement très fort. Si après les prix augmentent évidemment pour causer des pertes de pouvoir d'achat des ménages, ben là la dynamique sera beaucoup plus compliquée. La consommation, ça a vraiment été le secteur de la demande aux États-Unis qui a bien résisté. Si vous regardez l'investissement et que vous enlevez, on va dire, la thématique intelligence artificielle data center, c'est plutôt morose. Et les enquêtes, effectivement, disent que les entreprises ont plutôt révisé un peu à la baisse leurs prévisions d'investissement. Et au niveau notamment de l'immobilier, on commence à voir des stocks de logements à vendre très élevés, des prix qui ont commencé à baisser, donc une dynamique de l'immobilier qui peut être aussi plus compliquée aux États-Unis avec des taux longs, des taux élevés qui continuent de produire leur effet. C'est vrai que pendant les premiers temps, les gens bénéficiaient du fait qu'ils avaient renouvelé leur mortgage à des taux très bas. Eh bien, 3 ans plus tard, des événements de vie font qu'il faut vendre et donc vous perdez. Voilà, et donc. Voilà, on est quand même, je pense, dans une phase où les prochains mois vont nous dire si l'économie américaine résiste encore, comme elle l'a fait de manière assez exceptionnelle sur les 2 dernières années, ou finit par ralentir de manière plus notable. Et là, on sait que ça peut, il y a des non-linéarités qui peuvent se mettre en place et faire basculer en récession.
François Rimeux, alors Julien Pierre-Nouan disait effectivement c'est cet été que ça va jouer. Hier, les invités de Smart Bourse étaient même jusqu'à dire ne partez pas en vacances, il va falloir regarder de très près ce qui se passe sur les marchés cet été. C'est vraiment là, on a une sorte de... on s'attend à ce qu'après quoi, le 9 juillet, alors, il y a peut-être effectivement cette échéance-là de la pause des droits de douane, mais après aussi effectivement peut-être on verra l'impact concret sur le consommateur et sur les entreprises cet été aux États-Unis ou en Europe. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça va se faire petit à petit, cet impact-là. Le restocking fait que on n'a pas encore vu beaucoup d'impact de cette guerre commerciale et il va à un moment falloir choisir. Les entreprises, soit augmenter les prix, soit compresser les marges. Donc en fonction des secteurs, on n'aura pas forcément la même réponse exacte. Entre les biens et les services, pas forcément la même réponse à attendre. Et donc oui, si on prend le calendrier, les 3-4 prochains mois qui viennent, normalement, on va commencer à avoir des vrais effets de cette guerre commerciale, encore une fois, si ce qui est en place aujourd'hui reste vrai dans les 3-4 mois qui viennent. Donc, et l'échéance du 9 juillet, quand on la regarde avec oui, aujourd'hui, importance oui, mais elle peut changer demain. Donc, oui, c'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Donc le 9 juillet appartient, aujourd'hui il semble important, mais bon, ça a déjà été décalé pour la Chine en août, donc ça pourrait être décalé n'importe quand. Donc aujourd'hui c'est le 9 juillet, donc pourquoi pas, mais on verra. On n'a aucune certitude là-dessus. Mais normalement, graduellement, on va voir effectivement l'impact, soit prix, soit marge. Et nous, quand on regarde sur le côté micro, ce qui revient, c'est quand même plutôt le côté prix qui prend. C'est-à-dire que les entreprises, pour le moment, elles conservent leur marge, et c'est plutôt les prix qu'on va augmenter. Donc, et ça, le consommateur, il continue, parce qu'il a quand même moins d'épargne qu'il y a 2-3 ans, où moins effectivement... Oui, mais les salaires montent à quoi? Environ 4% par an en nominal, c'est à peu près là que tournent les différentes enquêtes, que ce soit la Voiture Early Earning, on verra demain, mais la Fed d'Atlanta, on est autour de ça. L'inflation, si elle passe à 3,5, elle reste encore en dessous de l'inflation salariale, donc on a encore des salaires réels positifs. C'est pas un drame. Alors les stocks d'épargne sont pas importants, mais le consommateur américain, ça lui a jamais fait vraiment peur d'être un peu à crédit. C'est un comportement différent du consommateur européen. Donc on voit des signes, on voit les taux de delinquency qui augmentent sur des différents items. On voit des signes de fragilité, mais des signes d'effondrement, on n'en voit pas. Le marché de l'emploi, globalement, il reste encore solide. On a quelques points. Le rapport d'ADP est pas bon, mais le rapport d'ADP, c'est pas un bon prévisionniste des NFP. On a déjà eu dans le passé des items comme ça. Mais demain, par exemple, ce que nous dira le rapport du ministère du Travail, ça peut être un indicateur quand même de ce côté graduel que vous mentionnez? Ça pourrait, mais globalement, les indicateurs... Non, mais globalement, les indicateurs d'emploi, pour le moment, ils sont solides. Le rapport Jolt, il est solide. Challenger, il est solide. Globalement, il n'y a pas de drame du tout sur les indicateurs d'emploi pour le moment. Et c'est pas illogique. La stratégie migratoire Trump aussi fait peser à un moment un problème sur un certain nombre de secteurs qui font que le marché de l'emploi, il peut être structurellement serré alors même que l'économie va pas forcément hyper bien. Donc on va avoir des impacts, mais l'impact, à mon avis, directement, il sera plus visible sur l'inflation qu'ailleurs, en tout cas à court terme. Je pense que les sociétés elles vont d'abord essayer de sauver leur marge. Je pose ma question différemment parce que vous m'avez répondu en disant ça pourrait ou autre. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a un scénario où ça se passe bien et où on a un choc inflationniste maîtrisé, voire nul et... Il faut considérer les choses dans leur ensemble. Trump, il a mis des tarifs d'un côté, il a fait une stratégie migratoire de l'autre, et il met en place des baisses de taxes de l'autre côté. Donc si on prend les choses dans leur ensemble, et s'il fait passer des baisses de taxes, et si le marché accepte les déficits publics importants américains, ce qui est un autre sujet, on peut très bien avoir un impact global pour le consommateur qui est, j'ai des prix plus élevés, mais j'ai des taxes plus faibles, et donc finalement, all-in, je m'y retrouve et la consommation tient. Et comme en face de ça, j'ai des stratégies migratoires qui font que j'ai un bassin d'emploi qui ne croît pas, finalement, le taux de chômage reste peu ou prou égal. Et donc finalement, la question centrale, c'est presque de savoir si les marchés vont accepter des déficits supérieurs derrière. Et ça, c'est une question, c'est la question à $1 million aujourd'hui. C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Voilà. Effectivement, c'est en débat actuellement au Sénat aux États-Unis, en tout cas sur les crédits d'impôt. Là, clairement, il y a un risque. Il y a un risque pour plein de raisons. Normalement, qui dit déficit important dit prime de terme importante. On voit que les primes de terme augmentent depuis 3, 4, 5 ans. On retrouve une relation classique entre déficit et prime de terme qu'on avait un peu perdu post-2008 parce qu'on n'avait pas d'inflation et du QE. Et cette relation-là, elle est dangereuse, parce qu'il n'y a aucun sérieux budgétaire aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, on est bien placé en France pour le savoir. Non, il n'y a aucun sérieux budgétaire globalement, on va dire, mis à part quelques exceptions, mais même en Allemagne, on sort un peu de ça.
Et donc, qui dit non-sérieux budgétaire, dit prime de terme plus importante, dit quantification des courbes, et dit à un moment que l'arbitre, in fine, des dépenses possibles, c'est le marché obligataire. Et c'est ça, c'est presque ça, en fait, la question la plus centrale aujourd'hui de notre point de vue. Bastien Dru, le marché obligataire, il donne clairement son avis en ce moment sur ces nouvelles, que ce soit sur ces crédits d'impôt ou sur ces nouvelles dépenses. Je voulais compléter ce que disait François sur parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, sur le choc d'inflation. Le choc d'inflation, on aura peut-être 1 point d'inflation supplémentaire. On monterait aller à 3 ou à 3,5. Ça n'a rien à voir avec le choc de 2002. En 2002, le choc d'inflation, c'était 9%. Donc le choc sur le consommateur, il est quand même moins fort qu'à l'époque. En plus de ça, on parlait de stock d'épargne. Alors c'est vrai que le stock d'épargne a beaucoup baissé. Néanmoins, on vient de vivre quand même 2 années pendant lesquelles les marchés actions ont progressé de 40-50%. Là, ils sont revenus à peu près au niveau de début d'année, ce qui fait quand même des effets patrimoniaux qui sont extrêmement importants pour les ménages américains. Et donc, ça n'impliquerait pas un choc très très fort sur les ménages, quoi. Donc, on s'attendrait pas à ce que la consommation, tout d'un coup, elle baisse, alors que leur patrimoine, il vient d'augmenter très sensiblement. Alors, je reviens à votre question. Je suis désolé. sur effectivement les taux longs et sur ces marchés obligataires. Alors là, parce qu'il y a cette idée, alors peut-être je caricature, mais il y avait cette idée quand même de effectivement, on a des dépenses fiscales conséquentes, on étend des crédits d'impôt, et les droits de douane viendront financer en partie ce que le consommateur américain ne finance pas. Puis on se rend compte que là, le scénario est peut-être pas exactement celui-là, et ça inquiète du coup les marchés obligataires. Alors, il y a une énorme incertitude sur les deux, de toute façon, sur la Big Beautiful Bill, et à la fois sur les revenus qui seront tirés des droits de douane, parce que est-ce que on va rester à ce niveau-là, est-ce qu'on va pas rester à ce niveau-là, enfin bref, il y a une énorme incertitude. Et après, sur la Big Beautiful Bill, telle qu'elle est construite pour le moment par la Chambre des représentants, et c'est pas cette version-là qui passera, parce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord avec les sénateurs, donc la version finale sera, si elle passe, cette loi très très différente. Mais pour le moment, on voit vraiment une concentration des déficits sur 2026, 2027 et 2028. Bon, comme par hasard, c'est le mandat de Donald Trump. Voilà. Et puis après, l'effet baisse beaucoup à partir de 2029, quand il y aura un prochain président américain, même s'il est républicain. Et ça fait donc une augmentation des déficits de 500 à 600 milliards de dollars pour chacune des années qui arrivent par an, et ça fait 2 points de PIB, quoi. Donc on est déjà à 7% du PIB de déficit aux États-Unis, donc c'est déjà très élevé. Et en fait, là, on est vraiment dans l'inconnu, en fait, parce que oui, les États-Unis ont déjà eu des déficits qui sont aussi élevés dans l'histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la crise Covid, pendant la grande crise financière de 2008. Donc c'est déjà arrivé, mais c'était des époques où il y avait un soutien monétaire, en fait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le contrôle de la courbe des taux par la Fed, qui était un peu imposé par le Trésor américain. Pendant la crise financière de 2008 et puis ensuite la crise Covid, la Fed baisse ses taux à zéro et fait du quantitative easing. Aujourd'hui, on a une politique monétaire. Et surtout, vous citez quand même 3 événements qui sont particulièrement dramatiques et exceptionnels. Alors déjà, c'était des déficits qui étaient très élevés parce que on était en période de crise. Aujourd'hui, on n'est pas en période... les États-Unis ne connaissent pas une crise économique, à moins qu'on ait raté tous quelque chose d'énorme. Mais les États-Unis ont un chômage qui est à 4,2%, donc on ne peut pas qualifier ça de crise économique. Et on n'a jamais vu donc une telle dichotomie entre le taux de chômage et les déficits. Et actuellement, donc, on a un déficit qui est très élevé sans récession, avec une politique monétaire que la Fed elle-même qualifie de restrictive. Quand même, les taux directeurs sont à 4,5%. Et il y a encore une petite couche de quantitative tightening avec la Fed qui remet un petit peu, même si c'est pas beaucoup, sur le marché des titres de trésor tous les mois. Et donc, cette finalement articulation entre une politique monétaire qui est très expansionniste et une politique monétaire qui est quand même encore un peu restrictive, ça, en fait, on l'a jamais vu. Ouais. Et on propose d'aller encore plus loin, finalement, dans la politique budgétaire très expansionniste. Et c'est pour ça que les marchés se posent la question, quoi. Étant donné qu'on n'a jamais vu ça, est-ce que ça va tenir? Et c'est pour ça que on a cette normalisation des primes de terme qu'on a pu voir sur les dernières semaines, qui est vraiment très liée finalement au débat qu'on a pu avoir sur la Big Beautiful Bill, sur tout le mois de mai et sur le début du mois de juin. Ouais. Julien Pierre-Nouan, avant de se demander ce qu'on fait quand on veut et doit investir sur les marchés, ce sujet obligataire américain, c'est le sujet d'inquiétude majeur aujourd'hui quand on est professionnel de l'investissement et qu'on suit les marchés, ou
où on aime aussi un peu se faire peur. J'entends des gens qui disent qu'on aime aussi un peu se faire peur sur les marchés et qu'effectivement il faut surveiller, mais que la situation, et que d'ailleurs, j'écoutais une interview qui disait, c'est amusant, on est quand même très régulièrement autour du même niveau, comme s'il était presque piloté, comme si ces taux longs étaient presque pilotés. Qu'est-ce que vous analysez, vous? Que c'est effectivement un niveau de déficit totalement inédit dans une économie quasiment au plein emploi. En fait, lorsqu'on regarde un peu les courbes, vous avez une très forte corrélation jusqu'en 2016 entre le déficit et le niveau du chômage, avec une politique budgétaire qui est contracyclique. Et depuis 2016, on a un déficit qui a beaucoup augmenté, alors perturbé aussi par le Covid, mais qui a arrêté de suivre globalement le cycle économique. Oui, bien sûr. Qui a appuie sur l'activité. Ça pose évidemment des questions. Donc, imaginons qu'on passe ce choc de droit de douane avec une économie qui reste relativement bien orientée, un marché du travail donc qui résiste, qui se retend probablement à un moment. Et effectivement, potentiellement, se repose à un moment, peut-être pas sur 25, mais sur 26, la question peut-être d'une Fed qui recommencerait à monter ses taux. D'accord. Et donc, ancrer un peu l'idée qu'on est dans une économie de taux élevés, avec un ratio d'endettement de l'économie américaine qui reste quand même extrêmement élevé. Sur les ménages, c'est relativement raisonnable, mais si vous prenez les entreprises, vous enlevez le pic Covid, on est quand même encore sur un niveau d'endettement très élevé. Donc oui, ça reste un sujet très important qui peut aussi se déboucler via la devise. Parce que on peut se dire, c'est un trésor qui émet de la dette, avec une banque centrale en face qui peut racheter de la dette si jamais il y a un dérapage des taux et qu'elle juge qu'il faut caper ces taux. Et là, vous posez la question de la confiance des investisseurs internationaux dans ces actifs, dans la devise. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur européen et qu'on regarde ces sujets-là déjà on se pose vraiment la question parce qu'on le voit sur la période récente. Finalement, vous rachetiez des actions américaines en vous disant ça va rebondir. Avec la devise, vous reperdez une bonne partie de ce que vous pouvez gagner sur l'actif sous-jacent. Donc, on le voit, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui se posent la question. Et surtout, je disais que Morgan Stanley prévoyait une baisse de 10% du dollar sur le reste de l'année, sachant qu'on en a déjà perdu 10 depuis le pic du 13 janvier. Donc, ça veut dire que c'est une vraie inquiétude à l'heure actuelle. Ça peut, quelque part, vous pouvez aussi trouver des arguments pour dire que ça peut aller encore plus loin. La parité de pouvoir d'achat, qui, je rappelle, est ce taux de change qui équilibre le prix de panier de biens et services équivalents dans les deux économies. Vous avez des estimations qui sont autour de 1,30, voire 1,40, je crois, pour les chiffres de l'OCDE. Lorsque vous regardez les données sur très long terme, c'est une espèce de force de rappel. Donc là, le dollar a été beaucoup plus fort parce qu'il y avait toute l'attractivité du marché financier américain. Il y avait le différentiel de taux qui jouait aussi, et donc qui aidait la devise américaine. Voilà, est-ce qu'à un moment, on n'aura pas un grand mouvement de retour, d'affaiblissement du dollar? C'est envisageable. Et évidemment, ça doit être pris en compte par les investisseurs. Et quand on est investisseur européen, du coup, je reviens à ma question, qu'est-ce qu'on fait? On investit dans la défense européenne quand on voit que Rheinmetall intègre l'Eurostock 50 ou on regarde quand même les marchés américains mais avec un peu plus de prudence? On va du côté de la Chine? Rheinmetall, on fait son modèle de valorisation pour voir si, est-ce qu'on n'a pas déjà beaucoup fait de ce qui peut être envisageable. Mais c'est vrai que il y a la question de la devise, mais il y a aussi la question de la valorisation de l'actif sous-jacent. Aujourd'hui, vous regardez le marché américain. On reste sur des multiples qui sont revenus dans les 10% les plus élevés des 20 dernières années suivant les mesures. Les marchés américains sont chers. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un double choc à la fois sur la valeur de l'actif sous-jacent? Parce que ça reboucle aussi avec la question des taux. Lorsque vous achetez des actions, c'est que vous n'achetez pas des obligations. Donc le taux d'intérêt que vous avez sur les obligations, il a aussi un impact sur l'attractivité des actions. La prime de risque aujourd'hui du marché américain, elle est très basse. Voilà, donc nous, c'est vrai que dans nos portefeuilles de gestion diversifiés, on a tendance à préférer l'Europe, où en plus il y a... Voilà, on sait qu'à court terme, ça va être un peu compliqué en termes de croissance, mais après, il y a cette perspective avec le plan allemand. On est sur des valorisations plus raisonnables aux actions américaines qui ont été un peu les darlings de tous les investisseurs internationaux pendant quelques années.
François Rimeux, même question. Qu'est-ce que vous regardez sur les marchés aujourd'hui? Marché action, j'entends, mais d'ailleurs, ça peut être aussi autre chose. Hein, mais comment est-ce que vous... Parce que, enfin, on l'a déjà commenté sur le plateau Smart Bourse, mais Rheinmetall qui rentre dans l'Eurostock 50, qui sort Kering, une des valeurs du luxe. On a entendu pendant des années que c'était le moteur de la croissance, enfin, que le luxe était le moteur de la croissance, notamment sur le CAC 40. Ça doit quand même un petit peu alerter sur les tendances et les drivers de performance sur 2025-2026 sur les marchés, non? Ça alerte surtout sur ce que sont les priorités actuelles, et c'est plus la défense que du luxe, ce qui semble pas complètement délirant Bien sûr, ouais. vu le contexte. Pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, je vais avoir une réponse un peu différente de mon camarade. Nous, on trouve que les primes de risque, elles sont évidemment, quand on les regarde sur l'indice, extrêmement faibles aux États-Unis, mais il y a des raisons pour ça. La qualité de l'indice n'a rien à voir avec celle qu'elle était dans le passé. On a fait des métriques où on compare le nombre de sociétés qui ont une croissance des earnings supérieure à 25%, avec peu de dettes, etc. Enfin, différents critères. On se aperçoit que dans le passé, il y avait entre 0 et 5% d'indices qui correspondaient à ça. Aujourd'hui, on est à plus de 20%. Et ça s'explique principalement par la tech, enfin tech au sens large, hein, je compte Amazon qui n'est pas dans la tech, etc. Et donc la qualité des earnings, finalement, leur stabilité, le fait que ce soit finalement assez peu sensible au cycle, beaucoup moins que les grandes darlings précédentes, hein, les énergies, les financières, etc., font que tant que cet état de fait continue, il y a une raison à la surcote des sociétés américaines qui s'explique quasi exclusivement par la tech au sens large, encore une fois, et que c'est pas parti pour s'arrêter demain. Ce sont entre guillemets, les nouveaux maîtres du monde, et c'est la réalité. Et donc, ces flux-là, ils vont pas s'arrêter demain. C'est presque l'histoire ancienne, mais malgré l'effet DeepSeek, quand on voit que Nvidia publie encore des résultats en hausse, grand moteur de la tech aux États-Unis, ce sera pareil, etc. Oui, la demande est dingue. On regarde les plans d'investissement qui sont faits par exemple, sur tout ce qui est nouveau développement en zone euro, et quand on les compare à ce qui est fait par les hyperscalers américains, mais ce qu'on fait au niveau de l'Union européenne, c'est infinitésimal par rapport à ce que font les sociétés privées américaines. Donc leur capacité d'investissement, leur capacité à innover, leur capacité à racheter les sociétés, leur capacité à attirer les talents, etc., font que ça va être extrêmement compliqué d'aller les déloger de cette place-là. Alors oui, la Chine construit son propre écosystème, c'est vrai, et il ne faut pas du tout le minorer, et c'est un autre pan d'investissement intéressant aujourd'hui. Mais l'exceptionnalisme américain, en tout cas sur la partie equity, je pense qu'il ne va pas s'arrêter demain. Voilà. Ensuite, pour revenir à ce qu'on fait donc, dans les portefeuilles, ça on aime bien, toujours. Et pardon, mais sur l'exceptionnisme américain, donc il y a la tech, mais il n'y a pas que la tech, et le reste. La surperformance des equity américaines depuis 5 ans, c'est que par la tech en fait. Bien sûr, donc une fois qu'on a parlé de ça, il n'y a plus d'exceptionnisme américain, en tout cas sur la partie action. D'accord, oui, bien sûr. Effectivement, on n'a pas envie d'acheter du Russell 2000, il n'y a pas de raison à avoir envie d'acheter du Russell 2000 aujourd'hui, sauf à être un peu positif sur la croissance et dire qu'on a pricé le pire, etc. Pourquoi pas, mais c'est pas notre vision actuelle, il y a trop d'incertitudes pour ça, on voit pas vraiment pourquoi les flux reviendraient. Donc hormis ça, on aime toujours bien les banques en zone euro, hein. Qui dit prime de terme élevée, dit quantification, qui dit quantification, on dit que la transformation du crédit, ça se passe bien pour les banques, c'est vrai pour les assureurs aussi, on aime bien la défense européenne, on aime bien l'Allemagne pour des raisons de relance, mais c'est plus des visions thématiques sectorielles que des visions purement géographiques en fait. Bien sûr. Et pour revenir sur la partie obligataire, effectivement, on n'aime pas les parties longues de courbe américaines pour toutes les raisons qu'on a citées, mais c'est vrai pour toutes les parties longues de courbe, en fait, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si ça se passe aux États-Unis, ça se passera ailleurs. C'est un sujet en Europe aussi. Donc, voilà, les quantifications des... Il n'y a juste pas une Big Beautiful Bill en Europe à l'heure actuelle, mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, c'est ça. Non, on a eu un Big Beautiful Plan quand même en Allemagne, qui avait un peu quantifié les courbes avant d'ailleurs les États-Unis. Donc, c'est pas similaire, mais il y a des points finalement qui sont pas si différents que ça. Et de toute façon, ça impactera tout. Donc les parties longues de courbe partout, on les aime pas tellement. Au Japon non plus d'ailleurs. Bastien Dru, alors peut-être pas forcément de stratégie d'investissement directement, mais qu'est-ce que vous regardez on a beaucoup parlé de macro à l'heure actuelle, pas beaucoup de Chine par exemple. Moi, il y a quand même toujours quelque chose qui me marque un peu, c'est cette capacité de la Chine à se rappeler au bon moment, au bon souvenir des uns et des autres, en disant n'oubliez pas que les terres rares c'est chez moi aujourd'hui. Donc la tech aux États-Unis, oui, mais alors, ça c'est effectivement un sujet un peu dérivé du sujet de la guerre commerciale, parce que la Chine a effectivement mis en place une limite aux exportations de terres rares, mais qui est globale, qui ne concerne pas du tout que les États-Unis. Et dans ce qu'on commence à voir, et c'est
alors peut-être que là c'est embryonnaire et que peut-être que le mois prochain on parlera que de ça, ou dans 2 mois on parlera que de ça, peut-être. Mais on commence à voir par exemple des équipementiers automobiles, j'ai vu ça en Europe tout à l'heure, qui disent là Oui. on n'a plus suffisamment de terres rares pour produire, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Et il y avait aussi un article dans le New York Times cette semaine qui parlait exactement de ça, du fait que les entreprises américaines en général commencent à buter un peu là-dessus, quoi, sur cette rareté des terres rares, justement. Donc ça peut devenir un sujet sur les prochaines semaines, effectivement. Et ça peut positionner la Chine différemment sur les sujets tech mondiaux parce que, alors, malgré leur nom, je crois que les terres rares, finalement, d'autres peuvent en produire aussi, sauf qu'aujourd'hui, la Chine est la plus avancée sur le sujet. Donc, Et de très 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 loin, quoi. Ils ont un avantage. donc ils ont là-dessus. une vraie carte à jouer. Et ils ont un pouvoir de négociation, un levier de négociation qui est immense avec les terres rares, et pas seulement les terres rares, quoi. Et donc, il va y avoir des négociations qui se mettront en place, pas seulement entre les États-Unis et la Chine, mais aussi, on le voit là, cette semaine par exemple, entre les Européens et la Chine, Oui, bien et sûr. même avec toutes les autres puissances, le Japon, la Corée, tout le monde va devoir, entre guillemets, négocier d'une façon ou d'une autre avec la Chine pour ces sujets-là en particulier. Donc oui, ça va être un des grands chantiers des années qui arrivent, quoi. Et pour un investisseur, est-ce que ça veut dire que du coup, effectivement, un écosystème tech qui se construit en Chine, c'est à regarder avec Alors, prudence, évidemment, toujours en Chine, mais... Oui, on peut regarder le secteur de la tech chinoise. Oui, c'est des choses qui peuvent tout à fait se regarder. Après, est-ce que le fait qu'ils disposent vraiment de beaucoup de terres rares, ça va vraiment aider l'économie chinoise en général? Je suis assez sceptique quand même. C'est pas ça qui va faire tourner tous les industries d'exportation Non, mais on peut chinoises. se poser la question, alors peut-être un peu naïve, hein, mais de se dire, ok, il y a eu des investissements massifs aux États-Unis pour effectivement des grands noms de l'intelligence artificielle générative. La Chine arrive en disant, regardez, en investissant beaucoup moins, moi je fais la même chose, et en plus j'ai la matière première chez moi. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un secteur qui peut se créer là-bas De toute façon, c'est clairement un secteur, donc la tech chinoise, qu'il ne faut pas mettre de côté, quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Merci Julien-Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. Et merci également François Rimeux, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Merci à tous les trois. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, où nous avons le plaisir de retrouver en duplex Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro chez Pictet Wealth Management. Bonsoir Frédéric Ducrozet. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous en duplex, à distance, pour commenter cette prise de parole de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors, assez peu de surprises sur la baisse de taux. Les marchés s'attendaient à une baisse de taux de 25 points de base. C'est effectivement le cas. On passe d'un taux de dépôt qui était à 2,25% à 2%. Mais on a eu aussi des révisions ou des annonces, en tout cas, sur les prévisions en matière d'inflation ou de croissance de PIB. Là aussi, pas beaucoup de changements de la part de la BCE, mais un discours quand même qui laisse entendre que on ferme un chapitre, celui de la reprise post-Covid, et on ouvre le chapitre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou en tout cas les États-Unis et le reste du monde, Frédéric Ducrozet. Oui, dit comme ça, c'est pas très réjouissant. Elle l'a d'ailleurs noté, la présidente Christine Lagarde, à la fin de la conférence de presse. On passe d'une bataille à l'autre et il y a toujours quelque part un risque à prendre en compte. C'est une bonne chose d'avoir terminé la normalisation, cette première phase de la politique monétaire, d'avoir été capable, en position de baisser les taux d'intérêt de plus de 4% à 2% aujourd'hui. Et 2%, c'est un beau chiffre rond qui est probablement proche du niveau neutre. Donc la BCE est neutre et peut effectivement donner le temps de voir ce qui va se passer. Malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que les risques sont plutôt encore orientés à la baisse. Elle l'a dit clairement. Et on est tous pareils, économistes, investisseurs, banquiers centraux. On fait face à cette incertitude de négociation commerciale entre les États-Unis et l'Europe. On reste à la merci d'un tweet, d'une décision, d'une inversion de décision qui remet tout en cause. Donc, la Banque Centrale Européenne, quelque part sans surprise dans ce contexte-là, ne donne aucune indication
sur le prochain mouvement. La seule chose peut-être, c'est que les marchés dans ces cas-là sont extrêmement sensibles à tout indice sur la prochaine réunion au mois de juillet ou celle de septembre, et que le fait de ne pas en avoir eu, d'avoir semblé fermer la porte à une autre baisse de taux, sauf catastrophe, encore une fois, sur la guerre commerciale, a peut-être un petit peu déçu à la marge, mais finalement, pas de nouvelles majeures aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait effectivement une attente du marché sur cette réunion de politique monétaire, mais d'une autre baisse de taux à venir qui semblait un petit peu effectivement évidente pour le marché. Là, on sent que le scénario où la BCE fait une pause après cette baisse de taux décidée aujourd'hui, c'est un scénario qui prend de l'ampleur, Frédéric Ducrozet. Oui, et d'une manière générale, c'est la même chose pour la Fed, c'est la même chose pour la Banque centrale du Canada et de la plupart des autres économies développées. Elles ont finalement deux scénarios en tête. Elles sont prêtes, ces banques centrales, à réagir. L'un, dans le cas de la BCE en tout cas, où elle ne bougerait plus les taux d'intérêt, mais même ça, quelque part, le marché s'y attendait. Si les bonnes nouvelles s'accumulent, si on a un accord commercial, on abandonne l'idée de 50% de tarifs sur l'Europe, on est à nouveau bons amis et tout va bien. L'inflation est revenue à la cible, elle est à peu près à 2% à moyen terme. On pourra parler du court terme parce qu'il y a quelques aléas liés à l'énergie, au pétrole, à l'euro qui sont importants à prendre en compte. Mais au-delà, on est à 2%. Ça fait un moment qu'on est à 2%. On est confiant de rester à 2%. La BCE n'a pas de raison de bouger. Et puis, il y a un autre scénario où les choses se passent mal, où au moins initialement, on a des tarifs douaniers plus importants sur l'Europe. Ça a un effet sur la croissance, la confiance et l'inflation peut être anticipée en tout cas, et la BCE doit baisser davantage. La moyenne pondérée de ces deux scénarios dépend de la probabilité distribuée à chacun des risques, et ça peut bouger à peu près tous les jours. Alors la BCE a notamment donné aussi ses prévisions pour les années à venir. Alors on revoit un petit peu l'inflation à la baisse en 2026, mais on revoit aussi très légèrement la croissance du PIB à la baisse en 2026. Frédéric Ducrozet, qu'est-ce qu'il faut? Et en même temps, c'est un peu les seules choses qui bougent par rapport aux prévisions qu'on peut avoir ensuite pour 2027 par exemple. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces évolutions de la BCE, Frédéric Ducrozet? C'est les seules choses qui bougent, les seules choses un peu intéressantes et tangibles aujourd'hui. En plus, techniquement, en juin, ce sont des prévisions qui sont collectivement produites par toutes les banques centrales nationales des 20 pays de la zone euro et la BCE elle-même. Donc, il peut y avoir des effets un petit peu compliqués. Mais là, c'était une surprise. On a eu tout de suite le chiffre au début à la décision prise par la BCE de baisser les taux, d'une révision notamment de l'inflation, ce qui est vraiment la grosse surprise, à 1,6% l'année prochaine, en 2026. C'est bien en dessous de la cible, de 2%, qui est une cible maintenant symétrique. Donc, en théorie, sur ce chiffre-là, simplement, il faudrait encore baisser les taux d'intérêt. Mais immédiatement, Christine Lagarde a bien précisé que c'était l'effet quasiment uniquement des prix de l'énergie en baisse et d'un euro plus fort. Mais là aussi, c'est un peu plus subtil, parce qu'un euro plus fort, dans les 10 ou 20 dernières années, c'est quelque chose qui avait tendance à être un problème pour la BCE. Et ensuite, on se pose la question si l'euro est fort aujourd'hui pour de bonnes raisons, notamment les anticipations peut-être de dépenses budgétaires en Allemagne, en zone euro, qui pourraient renforcer la croissance. Donc tout ça est un peu plus compliqué que le simple chiffre de 1,6 voudrait le laisser entendre. Et encore une fois, je pense qu'il faudra en savoir un peu plus, y compris en termes de dépenses budgétaires en Allemagne. Comment exactement cette relance va être mise en place dans les mois qui viennent. Un tout petit mot encore de l'Europe, Frédéric. Donc du coup, avant d'aller aux États-Unis, il y a quand même aussi cette idée dans le discours donc de la BCE de dire que il y a une incertitude sur les politiques commerciales menées à l'heure actuelle qui va peser sur l'investissement dans le privé, dans les entreprises, sur l'exportation, mais que ce sera compensé en Europe par une hausse de l'investissement public. Est-ce que c'est là où effectivement où il faut espérer trouver de la croissance pour les années à venir? Oui, et pas seulement. Il faut espérer que cette relance de la dépense publique entraîne un investissement privé, de la consommation, des perspectives de croissance potentielles en hausse, c'est-à-dire sur les prochaines années, voire décennies. Ce n'est pas simplement que l'Allemagne dépense plus aujourd'hui dans la défense ou dans l'infrastructure, qui est une bonne chose, c'est plutôt que ça entraîne des effets indirects positifs aussi sur l'ensemble des composantes de l'économie. Et c'est un vrai changement. C'est un vrai changement parce que ce policy mix a jamais été bien calibré pendant 20 ans en Europe. Soit on avait un problème côté politique monétaire, soit un problème côté politique budgétaire, soit les deux. Donc là, c'est un vrai espoir, et encore une fois, que la BCE puisse se permettre de ne pas baisser les taux, pour des bonnes raisons. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et Christine Lagarde, du coup, comme Isabelle Schnabel, également membre allemande du directoire de la BCE, insiste sur ces aspects-là. Ça semble hawkish, mais je le répète,
c'est plutôt une bonne nouvelle si ça se met en place dans les années à venir. Frédéric Ducrozet, aux États-Unis, les discussions sont vives à l'heure actuelle sur la Big Beautiful Bill et on voit la courbe des taux aux États-Unis, et notamment la partie longue de la courbe des taux qui laisse entendre un vrai stress, on peut le dire, sur la situation budgétaire aux États-Unis. Quelle analyse vous avez de la situation à l'heure actuelle ? Alors, il y a des inquiétudes, c'est clair. On est passé de la guerre commerciale à cette dimension budgétaire. On est dans le temps politique aujourd'hui, parce que comme vous le savez, la première version de cette grande et beautiful bill est passée à la première chambre, va passer au Sénat, va certainement être envoyée, doit être signée par le président. Il l'aimerait avant le 4 juillet, mais probablement plutôt dans le courant du mois de juillet. Et on s'attend pour notre part, en tout cas, à beaucoup de changements encore dans les calibrages, le chiffre, et peut-être aussi un élément de langage sur des aspects qui ont inquiété les marchés récemment sur cette fameuse section 899. Dans l'ensemble, moi je crois que les tensions sont finalement très contenues encore sur le marché obligataire et la partie longue de la courbe. Le taux à 10 ans des treasuries américaines est seulement de 4,5-4,6%. C'est quelque chose finalement encore limité. On a déjà connu des 5% dans les 2 années précédentes. On pourrait imaginer des tensions bien plus fortes. Il y a effectivement des signes de fragilité dans le marché. On commence, si vous voulez, à partir du moment où des observateurs commencent à s'inquiéter de certaines émissions de dette et regarder des détails techniques dont tout le monde se fiche, pour être honnête, la plupart du temps, c'est qu'il y a un problème. Donc, quelque part, on sent que ça peut être plutôt un peu le calme avant la tempête. Si les choses sont confirmées en l'état, se passent mal, ou si ces projections d'augmentation de déficit se matérialise, où là, effectivement, le marché pourrait commencer à vraiment paniquer. Je crois qu'il y a un élément dans ce temps politique que le président va du coup, je crois à l'instant encore par un tweet, mettre en avant, c'est qu'il y a l'aspect tarif. Les estimations du CBO aux États-Unis de ces fameux 2,4 trillions de dollars qui seraient ajoutés au déficit par cette loi sont en fait potentiellement compensés par 2,8 trillions de revenus en plus, ça c'est toujours sur les 10 prochaines années, venant des tarifs. Si c'est le cas, ce qui me paraît très optimiste, le président va dire, écoutez, on réduit en réalité le déficit de 400 milliards, 2,8 moins 2,4 sur les 10 prochaines années, job done. Je pense qu'on est au début, avec Musk également qui est dans le débat maintenant, et les sénateurs républicains notamment pourraient quand même, je pense, avoir leur mot à dire et peut-être recalibrer un certain nombre de ces baisses d'impôts, en l'occurrence, qui sont au cœur du problème. Un tout petit mot également, Frédéric Ducrozet, sur le dollar. Le dollar qui perd près de 10% depuis son pic de début d'année. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation actuelle ? Est-ce qu'il faut s'attendre effectivement à voir le dollar continuer à perdre de la valeur sur la suite de l'année ? Je pense que oui, parce que ce sont des cycles longs et que si ce à quoi on assiste, c'est effectivement un changement de régime plus structurel dans la location de capital de tous les investisseurs dans le monde, non pas vendre tous leurs actifs en dollars, mais de diversifier et de rééquilibrer un peu leur exposition en faveur de l'Europe, du Japon ou des pays émergents, alors c'est un phénomène qui peut durer. On observe par exemple des grands acteurs, la real money vraiment qui fait bouger les marchés comme les fonds de pension en Europe, au Japon, en Norvège, qui se posent ces questions-là. Et je pense que ça, c'est la lame de fond qui explique vraiment que le dollar, structurellement, peut commencer à se déprécier. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'un niveau très surévalué au début de l'année. Il peut aussi se dévaluer pour des bonnes raisons, entre guillemets, si la croissance en Europe, en Chine et ailleurs s'améliore relativement aux États-Unis. Et dans ce cas-là, sur ce fameux smile du dollar, on a un dollar qui se déprécie pour de bonnes raisons. C'est dans ce cas-là, ce que je disais au début pour l'euro, pas tellement un problème, c'est même plutôt une bonne nouvelle pour le reste du monde aussi. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Bourse dans Marché à thème. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis sur Smart for Change et je vous invite également à nous écouter en podcast si vous le souhaitez sur toutes les plateformes de podcast. À demain pour un nouveau numéro de Smart Bourse.